Salut à vous, j'ai eu envie de vous parler de la décision d'Amazon et de Sony d'annuler la série La Roue du Temps, dont la 3e saison s'est terminée le 17 avril dernier sur Prime Video. Quelles en sont les causes? Est-ce justifié? Qu'est-ce que cette annulation nous dit sur l'état des plateformes et leur stratégie? Et enfin, peut-on espérer une éventuelle reprise de la licence par un concurrent? Pour rappel, La Roue du Temps est l'adaptation de la saga littéraire éponyme de Robert Jordan, un best-seller des années 90 et début 2000, avec une notoriété extrêmement forte aux États-Unis notamment. La saga principale se compose de 14 volumes très épais, dont les 3 derniers ont été écrits par Brandon Sanderson sur la base des notes laissées par Robert Jordan, qui se savait condamné par une maladie rare. Cette adaptation était forcément ambitieuse au vu du volume et du très grand nombre de personnages de cette saga de fantasy, dans laquelle la magie joue un rôle important, ce qui ajoute encore au budget à prévoir, sans parler des créatures et des multiples lieux et cultures à rendre visuellement à l'écran. Le délai d'attente avant la validation d'une saison 4 commençait à s'allonger dangereusement quand le couperet est tombé le 23 mai, la nouvelle ayant été diffusée par Deadline en premier lieu, sauf erreur de ma part. Cette annulation est perçue comme particulièrement choquante car elle intervient suite à la meilleure saison de la série qui avait recueilli beaucoup de critiques positives de la part des professionnels comme du public, avec respectivement 97 et 83% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes par exemple. Amazon était associé à Sony Television sur cette licence et ce sont bien entendu les vues sur Prime Video qui ont été jugées insuffisantes pour continuer de justifier l'investissement considérable lié à la production d'une série de fantasy aussi ambitieuse. Sur la base de données et estimations à considérer avec prudence, il semble que la série a connu un certain déclin en nombre de spectateurs, même si les plateformes mesurent l'engagement en termes de minutes regardées par semaine. La première saison a commencé à 1,1 milliard de minutes par semaine, mais cette audience a été divisée par 2 pour la saison 2, et la saison 3 serait en moyenne aux alentours de 400 millions de minutes vues par semaine. On peut comparer ce chiffre à celui de Fallout, l'excellente adaptation du jeu vidéo, dont la première saison a atteint 2,9 milliards de minutes vues sur 5 jours, ce qui est le record d'un programme Prime Video. En effet, la série Les Anneaux de Pouvoir était à 1,3 milliard de minutes sur sa première semaine, mais attention, les données ne sont pas exactement comparables du fait d'un décompte différent, sachant que la série Seigneur des Anneaux aurait touché plus de spectateurs au total sur 16 jours. Toujours au sujet des Anneaux de Pouvoir, qui est un point de comparaison très pertinent, puisqu'il s'agit de la grande série de fantasy de Prime Video qui est arrivée après La Roue du Temps, sa 2e saison a subi une diminution de vues de 60% apparemment, ce qui représente une chute considérable. Concernant les coûts de production maintenant pour cette saison 3 et même les précédentes, des données récupérées des déclarations financières renseignées par une société de production britannique indiquaient une moyenne de 130 millions de dollars par saison pour les 2 premières, soit entre 15 et 17 millions de dollars par épisode au total. On peut supposer que pour la saison 3, c'était comparable. On peut rapprocher ces montants aux 20 millions de dollars par épisode que la première saison de House of the Dragon aurait coûté. Néanmoins, on peut aussi rapprocher cette estimation de celle qui tourne au sujet des Anneaux de Pouvoir, la série la plus chère au monde, du moins pour l'instant. À ce sujet, rien d'officiel encore une fois, mais une estimation de 458 millions de dollars pour la saison 2, ce qui donnerait 57 millions de dollars par épisode. En résumé, l'enthousiasme d'Amazon est élevé pour Fallout, dont le tournage de la 2e saison s'est achevé il y a peu, et on peut parier que ce succès va donner un coup d'accélérateur aux autres projets d'adaptation tirés de jeux vidéo, avec God of War, Mass Effect, voire le projet de la série Warhammer 40 000 avec Henry Cavill, qui est un fan de longue date de la licence, notamment du jeu de stratégie, bien sûr, avec les petites figurines. Pour revenir à La Roue du Temps, il est évident que la série n'a pas bénéficié du traitement de faveur des Anneaux de Pouvoir, qui, sur les mêmes critères, auraient sans doute dû être annulés également. À titre personnel, j'ai apprécié ces 2 séries malgré leurs défauts, mais cette vidéo n'est pas l'endroit pour développer les qualités que je leur reconnais. Pour cela, il y a des vidéos entièrement dédiées à une bonne partie des épisodes. Ces considérations mises à part, il semble intéressant de s'intéresser aux éléments qui ont pu participer à cette situation d'échec, autant du côté de ce qui a été bien ou mal fait sur la série, que de la façon dont un géant comme Amazon considère ce type de création par rapport à ses objectifs. De l'avis unanime ou presque, la qualité de La Roue du Temps a progressé de saison en saison. C'est certes un point positif de prime abord, mais il semble qu'une telle série ne peut pas ou ne peut plus se permettre une première saison en demi-teinte pour espérer survivre à long terme. En tant que connaisseur de la saga littéraire, j'ai vu le potentiel de la série dès sa première saison, un potentiel qui s'est considérablement accru avec l'introduction de certains personnages
tels que Lanfear en saison 2. Malheureusement, si mon point de vue est partagé par une partie du groupe très hétérogène qu'on peut présenter comme la communauté de fans des livres, toute une autre partie de ces personnes ont exprimé un rejet brutal et parfois violent, voire haineux, de cette proposition d'adaptation. Quant aux spectateurs amateurs de fantasy, mais qui ne connaissaient pas forcément la roue du temps, un bon nombre a pu ne voir que les aspects trop classiques du début de l'histoire ou s'arrêter à une photographie et des costumes qui balbutient encore et ne sont montés en qualité qu'au fil des saisons, en même temps que l'intrigue et le développement des personnages. On peut y ajouter qu'un des problèmes de la roue du temps, c'est qu'il s'agit de fantasy épique sur le fond, mais qui peut très facilement être confondu, au départ du moins, comme de la fantasy young adult. Même si le public pour les deux genres peut parfois se recouper, il reste généralement assez différent, avec des attentes différentes. En résumé, la première saison a souffert d'une qualité incertaine malgré les promesses de grandeur qu'elle contenait clairement à mes yeux, mais aussi d'un positionnement pas évident à reconnaître pour le public, habitué à une différence plus nette entre fantasy épique et young adult, distinction très forte dans les ventes et le marché littéraire notamment. Il faut rappeler brièvement que la première saison a été impactée fortement par le Covid et le départ imprévu d'un des acteurs principaux, ce qui a amené à des réécritures dommageables, notamment dans le dernier épisode, loin d'être convaincant en tout point. Cela s'est ajouté aux erreurs initiales que comptait, à n'en pas douter, le script de cette première saison, qui s'attaque à une montagne de pages à adapter. De toute évidence, une aussi grosse production n'a plus 3 saisons pour trouver sa tonalité et prouver son intérêt aux spectateurs et à la plateforme. En comparaison, Game of Thrones est devenu meilleur au fil des saisons, mais d'une part, la première était déjà solide et elle pouvait compter sur les chocs narratifs comme la chute de Bran et la mort de Ned. Le contexte est radicalement différent aujourd'hui par rapport à la première saison de Game of Thrones, avec une surabondance de contenu, des séries de prestige sur toutes les plateformes et l'attention des spectateurs qui est difficile à capter et encore plus à conserver. Une question qui se pose certes en termes de fidélité publique d'une saison à l'autre, sachant que les saisons sont maintenant espacées de 2 ans, ce qui laisse largement le temps d'oublier et de passer à autre chose. Mais il y a peut-être, du moins je le pense, une autre question qui se pose, celle de la capacité de concentration des spectateurs, du moins de certains d'entre eux, ceux qui sont trop accros au scrolling et aux notifications des smartphones, pour être capables de suivre des constructions narratives étalées sur plusieurs épisodes et saisons. Évidemment, il ne faut pas généraliser, d'autres personnes ne sont pas du tout dans ce cas de figure et décident d'abandonner une série car elles estiment que leur temps précieux serait mieux investi ailleurs, tout simplement. Ce manque de patience des spectateurs, qu'il soit légitime ou pas, est maintenant partagé par les plateformes qui jugent de la rentabilité d'une série sur sa capacité à capter rapidement l'attention et à motiver des abonnements ou réabonnements. La roue du temps s'est retrouvée dans une forme de compétition interne avec les anneaux de pouvoir, du moins c'est l'impression que cela donne en termes de budget de communication notamment. La saison 2 de la roue du temps n'a pas été très soutenue et quant à la saison 3, notamment en France, les gens ignoraient totalement sa disponibilité pour la plupart, au point même que la page d'accueil de Prime Video ne leur proposait même pas de manière visible. Bon, entre parenthèses, il faut dire que la page d'accueil de Prime Video est particulièrement mal faite et ressemble toujours davantage à un catalogue de vente de VOD qu'à une véritable plateforme de contenu compris dans l'abonnement. Mais bon, cela, toutes les séries en souffrent sans doute. Si la promotion pour les Anneaux de Pouvoir saison 2 n'avait absolument rien à voir avec ce qui avait été déployé pour la première, il y en avait néanmoins davantage que pour la Roue du Temps. Pour le pire ou le meilleur, la série Seigneur des Anneaux est un projet qui porte pour la plateforme des enjeux d'image et son annulation serait perçue comme un aveu d'échec encore plus dommageable. On peut clairement supposer que les saisons successives d'une série ont moins de chances de motiver de nouveaux abonnés, de nouveaux abonnements. Encore, lorsque les vues se maintiennent d'une saison à l'autre, on a de la fidélisation qui se crée, et en cas de progression d'une saison à l'autre, on a vraiment un potentiel qui se dessine. Pourtant, il faut se rappeler que des séries telles que Breaking Bad ont mis du temps à devenir de vrais phénomènes culturels et à gagner en popularité. Je pense que La Roue du Temps avait un potentiel véritable, car j'ai peu de doutes sur le fait que le côté épique des événements aurait forcément rejailli sur la qualité des saisons à venir. Au final, la saison 3 de La Roue du Temps était sans doute condamnée d'avance à moins d'une progression miraculeuse du nombre de spectateurs, mais sans pouvoir compter sur une campagne de communication digne de ce nom pour un dernier effort. Malgré l'accueil critique largement favorable, et ce en dépit d'une frange très excitée de haters à la con, malgré une distribution très motivée et engagée dans la saga, et malgré des performances d'acteurs qui ont calmé pas mal de monde qui prenait ces jeunes gens pour des nullos dénués de charisme, le constat reste sans appel. Comme on pouvait s'en douter, les fans de la série se sont rapidement organisés en ligne avec une pétition Save the Wheel of Time, mais peut-on sérieusement espérer que la série puisse être récupérée par une autre plateforme? Pour commencer, il ne faut pas se voiler la face quant à la complexité de la question des droits d'adaptation. Faute d'accord à ce sujet, ce qui impliquerait à n'en pas douter une négociation financière difficile, rien ne pourra se faire. Et ces droits appartiennent à Sony Television qui avait lancé ce partenariat avec Amazon pour que la série voie le jour. Sony pourrait-il céder les droits à une autre plateforme?
c'est sans doute avant tout une question d'argent. L'échec relatif de la série risque évidemment de refroidir pour longtemps d'autres tentatives d'adaptation qui repartiraient de zéro. La seule voie possible serait de reprendre les saisons existantes et de poursuivre, un peu à l'image de ce qu'a fait Disney+, avec Daredevil Born Again, ou surtout Prime Video avec The Expanse. Les candidats à une telle reprise sont évidents, il s'agit de Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, ou encore Paramount+. OCS n'a plus du tout les reins pour tenter un tel coup, et on voit mal Canal+ le faire. Je dois avouer que l'examen attentif de ces différentes options me laisse très perplexe, voire pessimiste. Netflix est énorme, mais n'a toujours pas de série de fantasy digne de ce nom, mis à part la décevante adaptation de The Witcher, qui a décliné en qualité, et qui va sans doute se terminer avec la saison attendue cette année, la 4e, sans plus de précision quant à la date de sortie, même si on suppose que ce sera pour cet automne. On a Sandman que je mets à part et qui relève plus du fantastique que de la fantasy. La seconde et dernière saison donc arrive en juillet prochain, ou encore on a l'excellente Arcane, mais qui est aussi spécifique, dans une veine un peu comparable, même si nettement young adult. Netflix avait surtout Shadow and Bone, une série qui a rejoint la très longue liste des annulations de la plateforme, ce qui me laisse pour le moins perplexe, encore une fois, quant à une éventuelle reprise de La Roue du Temps. Du côté de HBO Max, on est surtout concentré sur l'univers étendu dérivé de Game of Thrones avec A Knight of the Seven Kingdoms, qui a été décalé à 2026, avec House of the Dragon saison 3 pour 2026 aussi, et potentiellement un autre spin-off à confirmer, on verra bien. Côté budget et projet de fantasy, HBO Max a surtout l'attention braquée sur la série Harry Potter, dont les 3 jeunes interprètes principaux ont été révélés il y a peu, avec bien sûr un de misérables salopards qui commence déjà à médire sur la petite fille qui joue Hermione. On vous déteste. En résumé, ce n'est pas le moment pour HBO Max de se lancer dans un pari sur La Roue du Temps, ça fait peu de doutes. Donc qui reste dans la course? On a Disney+, on a Apple TV+, ou un outsider comme Paramount+. Du côté Disney+, ils ont surtout tendance à développer leurs propres propriétés intellectuelles plutôt que d'en acheter d'autres, c'est l'impression que j'en ai du moins, et l'échec de la série Willow a dû bien les calmer aussi sur la fantasy. Paramount+ semble plutôt engagé sur une logique de réduction des coûts, et je serais déjà ravi s'ils permettent à l'histoire de la série fantastique Horror From d'arriver à son terme, alors je les vois mal claquer des centaines de millions sur un projet de saison sur 6 ans ou plus. Reste donc Apple TV+, qui mise beaucoup sur une quantité relativement restreinte de contenu original et parfois prestigieux, ou du moins qui se veut prestigieux, comme le film Wolf avec Brad Pitt et George Clooney, dont la sortie en salle a finalement été annulée. De toute évidence, Apple est en mesure de dépenser beaucoup d'argent sur un projet qui n'est pas rentable en strict termes de vues et d'abonnements, sinon la série Fondation n'aurait sans doute pas eu de suite par exemple. L'investissement à consentir serait donc moins un frein que l'image selon laquelle on récupère une série qu'on a trouvée dans les poubelles d'Amazon. Si la résurrection devait se faire, malgré tout, je parierais donc sur un choix surprise de Netflix, on n'est jamais à l'abri, ou sur un véritable engagement d'Apple TV+, ce qui aurait ma nette préférence personnelle, sachant que les deux cas de figure me semblent hautement improbables. Évidemment, pour avoir la suite et même la version complète de l'histoire, depuis le début, rien ne vaut les livres, mais je crains que ça n'aille pas plus loin pour la série, en espérant me tromper. Je vous mettrai en commentaire épinglé le lien vers la pétition en ligne pour sauver La Roue du Temps, sachant que je fais partie moi-même des bientôt 57 000 signataires. Pour éviter que votre série préférée ne soit annulée dès demain, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de participer à la vidéo à votre niveau. A très bientôt pour le classement des meilleurs univers de fantasy partie 2. Pensez à revoir la première partie, qui est déjà pleine de mondes fabuleux et de conseils de lecture non moins merveilleux. Salut!